Hello, hello, petite vidéo pour expliquer ce qu'on a vu en sécurité informatique. Je vais expliquer tout le cours de A à Z, les différents types de chiffrement, la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité, euh, la non-répudiation, l'authentification. Bref, je vais tout voir en détail. Donc je vais lancer Paint, hop, application favorite, voilà. Et je vais commencer du coup avec l'intégrité. Vu que l'intégrité c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vais aussi un petit peu parler de la disponibilité, mais c'est pas ce qu'on a vu le plus. Donc, non, d'abord je vais commencer par la disponibilité. La disponibilité, c'est le fait de garder les systèmes en ligne. Donc imaginons que vous ayez un serveur qui fasse tourner votre site web. Le but c'est que tous les utilisateurs qui ont accès à ce site web puissent y avoir accès à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, et qu'il n'y ait aucune interruption, que ce soit pour des mises à jour, pour des problèmes de réseau et tout ça. En gros, que les services proposés par l'entreprise, la société, euh, en gros que tout le service informatique puisse rester disponible dans les heures où il est censé rester disponible. Pour ce qui est de la confidentialité, il s'agit de ne pas avoir accès aux informations d'une personne. Donc, d'une certaine manière, le fait de chiffrer les mots de passe, comme on va le voir juste après, c'est une certaine forme de confidentialité. La non-répudiation, on la verra plus tard. L'authentification, on la verra aussi. Ça utilise le chiffrement. Là, on va voir l'intégrité. Je vais commencer avec les hash de base. Donc, qu'est-ce que c'est un hash? C'est une fonction, donc une fonction, je vais l'appeler f, qui va s'occuper de chiffrer un message. Donc, imaginons qu'on ait un message, par exemple, le message, je vais l'appeler m. M majuscule, c'est l'équivalent de message. Si je rentre message dans cette fonction, ça va me sortir une suite de chiffres et de nombres euh, passés dans la fonction. Donc par exemple, ça va me sortir 0, A, X, V. Et en fait, cette suite de chiffres et de lettres sera toujours de la même longueur. À chaque fois que vous allez mettre le même mot de passe ou le même message à l'intérieur de cette fonction, c'est le même résultat qui va en sortir. Et à chaque fois que vous allez changer un caractère dans ce message-là et le passer dans la fonction, ça va sortir un résultat qui n'a strictement rien à voir. Je vais donner un petit exemple. Ici, j'ai un site web qui peut me permettre de chiffrer un message en MD5. Donc par exemple, je vais écrire salut. Je vais faire generate. Et là, ça vient de me générer le MD5. Donc vous pouvez voir que le MD5 ici, il fait plus ou moins, enfin il fait cette taille-là, je ne vais pas compter le nombre de caractères. Et si par exemple je mets salut avec une minuscule, salut, ici vous pouvez voir que ça fait exactement la même taille, mais que tous les caractères n'ont rien à voir. Là en l'occurrence dans le MD5 c'est de l'hexadécimal, donc ça va de 0 à F, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Et c'est impossible en ayant le HMD5 de retrouver le message du début. Sauf s'il a déjà été utilisé en faisant ce qu'on appelle des attaques par brute force de hash. Maintenant qu'on a vu ce que c'était un hash, on va voir comment je pourrais expliquer ça? Une fonction qui utilise une clé de chiffrement. Donc une fonction utilisant une clé de chiffrement, on va l'appeler par exemple f, ici entre parenthèses m, donc le message c'est le message d'entrée, et ici entre parenthèses k qu'on va appeler la clé de chiffrement. K parce que c'est key en anglais, hein, je suis pas illettré. Et ensuite, ce que ça va donner en sortie, c'est le chiffrement du message en fonction de la clé. Je vais vous montrer un exemple. Donc, chiffrement par clé en ligne.
Décalage par mot-clé, je vais utiliser celui-là par exemple. Euh, non, je vais pas utiliser celui-là, je vais utiliser... bon, je pense pas que je vais trouver directement ici. Mais bref, en gros, ça vous permet de rentrer ici un message en valeur d'entrée et utiliser une clé pour avoir une valeur de sortie différente. C'est l'équivalent de utiliser MD5, mais au lieu de mettre juste salut, vous allez mettre salut et ensuite la clé. Par exemple, la clé, on va l'appeler key. Et là, ça va donner un résultat différent. Et ensuite, par exemple, si on utilise un autre truc, donc par exemple coucou, généré, coucou va donner un résultat. Et en fait, le hacker ou la personne qui va essayer de retrouver le mot de passe ne pourra pas retrouver le mot de passe sans cette clé, sauf s'il connaît la clé. L'avantage de ceci, c'est que chaque mot de passe a un chiffrement par clé, ça veut dire qu'on ne connaît pas le mot de passe, et que si jamais un hacker trouve par exemple les hashes, il a besoin de la clé pour pouvoir les déchiffrer. Le désavantage, c'est que si il a la clé, il a juste à faire des attaques par brute force, et il peut récupérer tous les mots de passe. Maintenant que ceci s'est expliqué, je vais donner les messages asymétriques. Enfin, les chiffrements asymétriques. J'ai eu du mal. Le chiffrement asymétrique, il va utiliser deux fonctions. Moi, je le vois comme ça. On va utiliser une fonction qu'on appelle f. Donc, entre parenthèses, ici, ce sera le message d'entrée. Et f va donner message encrypté. Donc message encrypté, je vais l'appeler message ME. Voilà, message encrypté. Et ensuite, une fois qu'on a ce message encrypté, on a besoin de le passer dans une deuxième fonction qu'on va appeler f2. Et ici, je vais mettre du coup le message. Non, pardon, ça c'est pas de l'asymétrie, c'est une fonction double. Voilà, ça s'appelle une fonction double. Donc ça, c'est le message E ou MEH pour message haché encrypté. Et en fait, en le repassant dans une deuxième fonction, vous allez récupérer le mot de passe ou le message au clair. Il faut aussi noter que c'est impossible de décrypter sans la clé privée. La clé privée, en réalité, c'est uniquement dans la fonction 2. Donc en fait, ici, on le chiffre avec une fonction et on a besoin d'une clé privée et non publique pour avoir accès ici. Il est aussi pas possible d'écrire avec une clé publique. Donc en fait, ça c'est pour... non, je me trompe dans mes notes, ça c'est pour l'asymétrie. Je viendrai dessus plus tard. Je vais d'abord expliquer le chiffrement padding. Le chiffrement padding, on l'a vu en cours, c'est différentes cases. Donc voilà, hop, hop, hop. Et en fait, ici, on va faire entrer par exemple C, O, U, C, O, U. Voilà, donc ici, on va mettre hop, C, O, U, C, O, U. Et en fait, ici, par exemple, imaginons qu'on ait un point d'exclamation et que ça ne vaut pas la même valeur. Et ben, on va venir mettre une demi-case et le reste de cases va venir être comblé par du blanc, par de la donnée. Donc en fait, on aura toujours notre message de base, mais juste, ça va venir être comblé par le vide va être comblé ici par l'algorithme. Vu que notre but, c'est évidemment de récupérer une chaîne de caractères qui a tout le temps la même longueur. Donc ça, en gros, ici, si je mets coucou point d'exclamation et que je fais générer, ici, j'ai mis un espace en plus, mais en gros, ce sera toujours la même longueur, alors que, par exemple, si je mets juste C, vous voyez que le H a la même longueur et pourtant le message est tout petit. Pourquoi? Parce que si je mets C, ça veut dire que cette case-là, cette case-là, cette case-là, cette case-là, cette case-là et cette case-là, elles ont été remplies par des données aléatoires dans le H. Et en fait, la fonction reconnaît ça, mais l'être humain n'est pas capable de visualiser la chose. Donc ça permet de couper du coup des messages en plusieurs blocs chiffrés de même taille. Chaque bloc fait la même taille, hein, faut le préciser. Euh, hop, je vais tourner ma feuille pour passer à l'effet d'avalanche. Donc l'effet avalanche,
je vais enlever juste tout ça. Ok, d'accord, ça va pas s'enlever. New, don't save. Voilà. Donc, si un seul caractère change, tous les autres après n'ont pas le même résultat. Donc là, c'est l'équivalent de dire. Attendez, je vais prendre. Hop, voilà. C'est comme si, par exemple, j'utilisais coucou. Et en fait, ici, par exemple, le ouku va être chiffré avec le C. Le uku va être chiffré avec le CO. Le ku va être chiffré avec le ku. Le ou va être chiffré avec le cook. Et le u va être chiffré avec le kuko. Et en fait, à chaque fois, on utilise le début comme entre guillemets mini clé de chiffrement pour venir chiffrer l'autre partie. Et donc du coup, par exemple, si je mets un X ici, donc je mets CXU, COU, et bah ça va venir prendre la clé de chiffrement X à partir de cet endroit-là, et du coup la suite ne sera pas la même. Le butterfly effect, c'est utiliser deux haches, donc deux clés de sécurité. Donc par exemple, utiliser MD5. Donc je vais montrer ici. Hein. Utiliser MD5 et ensuite le H de MD5, c'est l'équivalent de le prendre ici. Et ici, on va venir le remettre ici pour faire générer. Et là, on va prendre le H de SHA1. Donc en fait, c'est un double chiffrement. Le problème, c'est que en utilisant un chiffrement basique comme MD5, ce genre de choses, on ne peut pas obtenir de collision. Par contre, en utilisant un double chiffrement pour faire en sorte que ce soit vraiment bien, il est possible d'obtenir deux fois la même valeur de manière très rare en écrivant deux messages différents. Parce qu'en fait, le fait d'utiliser deux algorithmes différents qui n'utilisent pas la même manière de chiffrer peut donner un même résultat. Alors que si on utilise un seul algorithme, il donnera forcément tout le temps un résultat différent. Ensuite, pour voir si c'est un hash ou pas, il y a les quatre règles que les gens avaient du mal à visualiser. Donc, tout d'abord, c'est le message encodé aura toujours la même taille. Donc là, par exemple, si je mets X, ça a la même taille. Et si je mets une chaîne très très longue de caractères, et bah ça a toujours la même taille. Donc là, c'est bon. Ensuite, utiliser la pré-image. Donc la pré-image, en gros, c'est faire en sorte que l'on ne puisse pas revenir en arrière. Donc, par exemple, imaginons que ici j'ai cette chaîne de caractères et ensuite j'obtiens ce hash là. Je ne peux pas utiliser ce hash là pour obtenir cette chaîne de caractères. C'est-à-dire que si je connais la chaîne de caractères de base, je sais quel hash va sortir, mais depuis le hash, je ne peux pas retrouver la chaîne de caractères à l'origine avant le chiffrement. Ensuite, le second pré-image, c'est... attendez, hein. Euh, Oui, c'est ça. C'est que en gros, c'est compliqué de trouver deux haches qui sont les mêmes. Donc, imaginons que je viens générer une chaîne de caractères, par exemple coucou, et que je fais générer, et qu'ensuite je fais coucou 2. Et bah là, si je fais générer, vous voyez que le hash n'a rien à voir avec l'autre hash. Donc en fait, c'est impossible de faire des déductions. Le second pré-image, en réalité, ça veut dire que il faut que si jamais on change un seul caractère, l'entièreté du hash change. Si on a deux hash qui changent à une lettre près, on a juste à tester plein de combinaisons. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé le hash, on se dit, ah bah ok, ce hash là, il est équivalent à ça. Du coup, si je retire la majuscule là, le hash va devenir comme ça. Et en fait, le but, c'est de ne pas pouvoir prédire le hash. Dans le cas du MD5, il est obsolète, il a déjà été craqué, mais on a des chiffrements comme... j'ai quoi comme exemple? J'ai Argon 2. Argon 2 qui a un type de chiffrement qui est utilisé actuellement sur les sites web, qui n'a pas encore été craqué. Et enfin, ne pas avoir de collision. C'est-à-dire que si j'écris deux messages différents ici, je ne dois jamais obtenir le même hash.
Jamais, jamais, jamais. Ou en tout cas, seulement si j'utilise un seul hash. Si j'en utilise deux, c'est possible que j'obtienne le même message. Mais en tout cas, en utilisant qu'un seul, il ne doit pas y avoir de collision. Ensuite, je vais prendre les hashes avec des clés et avec du coup clé privée et clé publique. Donc ce qu'on appelle un chiffrement asymétrique et je vais vous montrer comment ça fonctionne avec ce magnifique site. Donc ici on va pouvoir générer une clé publique et générer une clé privée. Donc ici par exemple je vais mettre mon nom, donc je vais mettre Romain, voilà. Ici je vais mettre test @gmail.com. Ici, optionnel, ça en met pas. Ici, je vais utiliser RSA. RSA qui est le plus utilisé, c'est une norme. Maintenant, par exemple, quand vous essayez de vous connecter à des VPS, donc Virtual Private Machine de chez AWS, vous êtes obligé d'utiliser des clés de RSA. Ici, vous pouvez choisir la taille de la clé, donc plus le nombre de bits est élevé, plus ce sera compliqué de craquer, mais plus ce sera lent. Moi, je vais rester sur 4096, pardon. Donc, je vais utiliser recommander. Ici, vous pouvez choisir une date d'expiration. Ça, c'est l'une des particularités de PGP. Vous l'avez pas dans tous les chiffrements asymétriques, mais sur PGP, vous pouvez choisir une date d'expiration. Donc là, on va pas le prendre en compte. Et ici, il y a une passe-phrase sur PGP. Ça aussi, c'est pas sur tous les chiffrements. Mais en gros, ici, vous pouvez faire en sorte de, si jamais quelqu'un trouve votre clé publique, votre clé privée, pardon, il aura besoin d'utiliser le mot de passe que seul vous connaissez pour pouvoir écrire. Là, en l'occurrence, je vais écrire passe. Là, je vais faire générer. Euh, ok, minimum 5 caractères, je vais être password. Voilà, générer de key. Là, on va attendre que ça se génère. Ici, je vais aller dans bloc notes. Juste ouvrir deux trucs pour pouvoir mettre mes clés une fois qu'elles seront générées. Donc là, étant donné que j'ai mis 4096, ça va prendre un petit peu de temps. C'est le temps que, en gros, le chiffrement se fasse et qu'ensuite on puisse obtenir la clé publique et la clé privée. Je fais une petite ellipse et quand c'est good, je reviens. Ah non, bah c'est bon, pas besoin d'ellipse. Donc ici, on a la clé publique. Donc ici, on dit que c'est signé avec PGP. On a la version. On a le commentaire de la clé. Et ensuite, là, on a la clé. Donc tout ça, c'est la clé publique. Je vais venir la copier-coller. Donc je vais venir la copier, la coller. Voilà, ça c'est la clé publique. Et ici, ça c'est la clé privée. Vous voyez, elle est longue aussi. Hop. Maintenant, imaginons que j'ai envie d'écrire un message. Et bah, si je veux écrire un message, euh, qu'est-ce que je pourrais mettre? Signe. Oui, voilà. Si jamais j'ai envie d'écrire un message, ici, je peux mettre le message. Donc, sign, ça veut dire qu'en gros, je vais signer mon message avec ma clé privée. Ça veut dire que tout le monde saura que ce message, c'est moi qui l'ai écrit et personne d'autre. Parce qu'en fait, il y a besoin de ma clé privée pour pouvoir ensuite lire le message avec la clé publique. Donc là, je vais mettre le message, je vais mettre coucou par exemple. Ici, je vais mettre ma clé privée. Du coup, ici, je prends ma clé privée, hop, et je viens la passer ici. Et ici, du coup, je mets password. Et ici, je vais mettre sing the message. Et là, ensuite, j'ai le message signé. Donc ça, en fait, c'est mon message qui a été chiffré utilisant ma clé privée et le mot de passe que j'ai renseigné. Et ensuite, une fois que je vais venir prendre cette clé-là, je peux venir la déchiffrer et la vérifier. Non, juste la vérifier. Ici, en gros, c'est encrypt and decrypt. Vous allez utiliser euh, la clé publique de la personne à qui vous l'envoyez pour faire en sorte que si jamais, par exemple, vous l'envoyez sur un réseau social, uniquement vous et le receveur est capable de lire le message. Le receveur va pouvoir lire le message avec sa clé privée. Vous utilisez sa clé publique pour chiffrer le message et lui le lire avec sa clé privée.
et vous utilisez votre clé privée avec le texte pour que lui puisse le lire avec sa clé privée. Ici, on va juste utiliser vérifie, on va pas toucher à ça pour l'instant. On va prendre la clé de signature de notre clé publique. Ici, hop. Ici, je vais mettre la clé privée. Ici, je vais mettre la clé publique, pardon. Là, je vais mettre le message qui a été signé. Donc, hop, je vais le mettre. Vérifie signature. Et ici, on peut voir le fingerprint. Ça, c'est quelque chose pour voir si c'est bien bon. Mais si jamais ici, vous mettez la bonne clé publique et le bon message signé, tout est bon. Par contre, si par exemple je change ici, deux caractères, vérifie signature, filelet to vérifie. Donc là, en fait, la clé de signature n'était pas bonne. Donc ici, le message signé n'était pas bon. Donc en fait, vous êtes obligé d'avoir le message signé et la clé publique pour vérifier si le message a bien été envoyé par la bonne personne. Et le message ne peut être envoyé que par la personne qui possède la clé privée. Donc en fait, on sait forcément que le message provient de la personne qui a cette clé privée. Et on utilise la clé publique pour vérifier que c'est bien la personne ayant la clé privée qui a signé le message. Donc ça, c'était pour le chiffrement asymétrique. Ça utilise une fonction de chiffrement ici. Ça génère une clé publique et une clé privée. Vous pouvez donner la clé privée à une personne et ensuite la personne, en utilisant la clé privée, peut déchiffrer un message qui a été chiffré par votre clé. Non, la personne à qui vous avez donné votre clé publique peut déchiffrer un message qui a été utilisé par vous et votre clé privée. Mais votre clé privée, personne ne l'a. Donc en fait, seulement vous êtes capable d'écrire des messages et seulement la personne possédant votre clé publique est capable de les lire. Donc ça, c'était pour le chiffrement asymétrique. Si jamais vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai. Voilà, voilà.